Bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Vous êtes donc dans une soirée qui s'inscrit dans un cycle de conférences qui existe chaque mois. Ce sont des conférences organisées par l'Amicale laïque UPAL, donc sur les thématiques que sont la citoyenneté ou la laïcité. Donc ce soir, on est en plein dans la laïcité. Donc nous aurons une lecture du texte de Nour, de Rachid Benzine, qui va être lu par deux comédiens, Xavier Bazin, que vous connaissez, qui est un local de l'étape, et puis Joséphine Serre, qui est une comédienne professionnelle, qui a en fait des attaches dans le pays libanais. La musique était prévue avec la présence de Véronique Briel, qui est une pianiste professionnelle. Et malheureusement, il y a eu un empêchement pour elle, et du coup, elle a enregistré les morceaux, et donc c'est quelque chose qui va être synchronisé par Jacques Tress, donc au piano là-bas, aux manettes. Voilà. Donc la soirée se déroule de la façon suivante. La lecture va se jouer dès maintenant. Vous aurez la possibilité de réagir après en présence de Rachid Benzine qui est dans la salle et qui viendra répondre à vos questions. On verra donc sur le champ de la laïcité d'une part et l'islam, mais aussi la radicalisation, puisque le texte est celui-là. Et puis ensuite, donc, à la fin de ce débat, nous aurons la possibilité de se faire dédicacer les bouquins toujours par Rachid Benzine. Voilà. Eh bien écoutez, bonne soirée à vous, et puis on va laisser la place aux comédiens. Faire la présentation rapidement. Rachid Benzine, en fait, est donc islamologue, chercheur sur les fonds Paul Ricoeur. Il est né en fait à Kénitra, donc au Maroc, et est arrivé à l'âge de 7 ans à Paris. Il se trouve que son père, qui était quelqu'un d'érudit en fait dans l'islam, donc l'a sensibilisé dès son plus jeune âge, et du coup l'a amené à vivre ce que nous avons vécu aujourd'hui. Ses maîtres, il y en a deux, Mohamed Harkoun, donc, qui est un penseur théologien islamiste, et Eugène Drewemann, qui lui est pardon, je vais mettre mes lunettes, ça va être vachement plus simple. Je voulais jouer au malin, et puis... Voilà, théologien chrétien pour sa part. Voilà. Écoutez, donc on va tout de suite lui poser la question. La règle du jeu, c'est que vous posiez vous aussi des questions si vous le souhaitez. Pour des raisons techniques, je vous proposerai de lever la main et puis de me dire, je vais vous porter le micro. C'est important qu'on utilise le micro pour que tout le monde puisse entendre les questions. Je vais enclencher les choses tout de suite en demandant à Rachid Benzine comment cette première fiction est née, qu'est-ce qui a motivé ce travail assez exceptionnel dont on a entendu la substantifique moelle ce soir. Tout d'abord, un grand merci d'être venus si nombreux aujourd'hui ce texte, puis surtout merci à Xavier et Joséphine de ce cadeau d'entendre ce texte autrement, par d'autres voix qui le portent et qui font parfois retentir des choses que moi-même je n'avais pas entendues, en tout cas que je n'avais pas entendues depuis très très longtemps. Alors pour vous raconter simplement la genèse de ce texte-là, moi je suis universitaire, comme ça a été dit, et Mohamed Harkoun c'était un historien islamologue et pas un islamiste. Et voilà. Bravo. Est-ce que vous voyez en comment
commence par Mohamed Harkon, son maître qui était islamiste. Le jeune Reverman qui était théologien allemand. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et voilà. Mais en tout cas, un grand merci pour cette présentation, puis un peu rire un peu par l'humour, sortir du tragique par le rire, ça fait aussi du bien. Tout simplement, moi je suis plutôt quelqu'un qui travaille sur les textes religieux d'un point de vue historique et anthropologique. Donc j'enseigne à l'université, et notamment à Sciences Po Paris, à la faculté protestante de Paris. Ce qui s'est passé, c'est que un certain nombre de mes collègues m'avaient demandé de travailler sur Daesh. Et en commençant à travailler sur Daesh d'un point de vue, universitaire, j'ai commencé par analyser le discours de Daesh, c'est-à-dire à la fois la production en termes de texte, mais aussi la production en termes de vidéos, et notamment à travers 3 langues, tout d'abord la langue arabe, la langue française et la langue anglaise. J'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce qui fait que ce discours arrive à séduire beaucoup de jeunes? Et il n'y a pas de profil type. Qu'est-ce qui fait que ce discours fait sens pour un certain nombre de nos jeunes? Ensuite, je me suis rendu en prison pendant 1 an et demi. Je me suis rendu en prison pendant 1 an et demi où j'ai rencontré un certain nombre de jeunes qui, soit qui étaient revenus de la zone syro-irakienne, soit des jeunes qui allaient commettre des attentats, soit des jeunes qui ont été empêchés de partir à la frontière. Et ce qui était assez difficile à comprendre pour moi, c'était au départ des jeunes qui étaient brillants intellectuellement, qui avaient fait de longues études à l'université, avaient adhéré à cette idéologie-là. Et ensuite, j'ai fait un travail de terrain dans une ville où j'habite qui s'appelle Trappes, où nous avons eu 78 jeunes qui sont partis, avec cette difficulté que pour la plupart de ces jeunes, ils sont morts, et la difficulté pour les parents de faire le deuil quand le corps n'est pas là. Et ce qui était assez terrible, c'est que la plupart de ces parents, je les connaissais parce que j'ai grandi avec eux. Donc ce qui fait qu'une ville comme ça, il y en a 78 qui partent. Et donc moi ce que j'ai essayé, c'est d'abord de comprendre, c'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas partir de cette idée que ce sont des barbares et des monstres, mais qui sont en train de nous dire quelque chose. Est-ce que nous sommes capables d'entendre ce qu'ils sont en train de nous dire? Et donc du coup, j'ai essayé d'analyser ça d'un point de vue scientifique, sur ce que j'appelle le discours à la fois religieux et politique de Daesh, mais j'en ai fait des comptes rendus, des séminaires, des conférences, des textes, et après l'événement du Bataclan, j'ai ressenti une véritable déchirure. J'ai vu donc la violence émerger comme ça, l'éruption de la violence, et en même temps les effets de la violence que ça allait avoir dans la société. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une autre forme que la forme abstraite, universitaire. Il fallait essayer de trouver une autre forme narrative, une autre forme littéraire, pour tenter de donner à comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Et m'est venue cette idée de la fiction. Pourquoi un échange épistolaire? Peut-être parce que je ne suis pas romancier, que c'est peut-être quelque chose de la plus facile à faire pour moi. C'était pour moi important de faire entendre la voix de Nour et la voix de son père. Comment à l'intérieur d'une famille, parfois les liens du sang sont éprouvés par une idéologie. Et le fait qu'on en écrive une lettre, on se parle d'abord à soi-même. Et le fait que vous puissiez assister à cet échange épistolaire nous oblige chacun à être en écoute. Dans une société où, à une époque où il y a une saturation du sens, on ne prend plus le temps de problématiser, et on ne prend plus le temps d'écouter ce que dit l'autre. Voilà, donc j'ai essayé de faire ce texte-là, qui voyage depuis plus de 2 ans. Nous l'avons joué à l'ONU, il se joue aujourd'hui dans une version italienne, il se joue en prison, il se joue dans les écoles. Les professeurs se l'approprient, puis des gamins écrivent nos lettres à Nour, et je ne pensais pas que la fiction pouvait donner, en tout cas avoir cet impact-là, mais en tout cas pour moi c'était important de mêler à la fois l'aspect rationnel, la raison, et aussi l'aspect émotionnel, parce qu'il faut aussi parler aux sentiments des gens, ce que savent faire les populistes et ce que nous ne savons plus malheureusement faire. Et les fondamentalistes aussi le font, voilà. Comment vous parliez de Trappes et donc du nombre important de jeunes qui sont partis au djihad. Comment vous expliquez justement ce départ massif de jeunes français, belges et autres qui ont gagné la Syrie, l'Irak? L'abbé Pierre disait qu'une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse. Et je crois que Daesh a été cet objet de colère. Il leur a montré une utopie, un besoin de révolution, un besoin, je dirais, d'être acteur de sa propre vie, là où beaucoup de jeunes ont l'impression que là où ils sont, leur vie ne changera absolument rien.
Et je pense qu'on ne peut pas vivre dans une société sans utopie, et on ne peut pas vivre uniquement dans une société qui, je dirais, qui propose 2 points de croissance et 2 points en termes de réchauffement climatique. Ça ne peut pas être un horizon d'action et d'espérance pour nos jeunes. Et vraiment, en tout cas, quand je me suis rendu dans les prisons, tous les arguments que dit Nour, que dit Joséphine, quelque part dans la voix de Nour, ce sont des choses que j'ai entendues, le rapport à l'Occident, la question de l'humiliation, quand elle dit on peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Les humiliations préparent les violences de demain. C'est aussi le problème de la reconnaissance, qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes peuvent être reconnus dans la société dans laquelle ils vivent. Et être reconnus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on porte crédit à la parole de l'autre. C'est-à-dire que ce que dit l'autre est important et qu'il est capable aussi de faire des choses. Et on est dans un chamboulement du monde où on n'a pas grand-chose à proposer. De l'autre côté, ils ont réussi à capter la révolte de nos jeunes au service de la mort. Et la question, c'est comment capter cette révolte de nos jeunes pour la mettre au service de la vie. Et je le dis souvent, on aura beau avoir détruit le territoire physique de Daesh, le territoire des esprits, lui, est toujours là. Et c'est cette question qui nous est posée tous ensemble, parce qu'il y a eu des jeunes du monde entier qui sont à un moment partis vers là. Et si moi, mes parents, mon père est venu en 1972 en France. Quand il vient en France, il pense toujours que la France sera mieux pour lui, pour ses enfants, que là au Maroc où il était. Et si des jeunes partent à un autre endroit, ça veut dire qu'ils pensent que de l'autre côté, pour eux, c'est mieux. Ça veut dire que nous avons raté quelque chose ensemble. Ce n'est pas simplement un problème d'islam. Effectivement, c'est un problème d'islam à l'intérieur de l'islam, le type de lecture que nous en faisons, et on voit bien comment, à travers Xavier et Joséphine, nous avons 2 types de lecture de l'islam au sein d'une même famille. Mais c'est aussi un problème sociétal, c'est aussi un problème, je dirais, d'horizon, c'est aussi un problème politique. La dimension politique du conflit, elle est aussi importante. Des questions dans la salle? En attendant la première question, qui est toujours difficile. On va passer à la seconde. On va passer à la seconde. Est-ce que l'un des nœuds du problème n'est pas non plus les interprétations multiples qu'il y a du Coran et qui compliquent un petit peu les choses, l'absence d'un espèce de chef suprême comme un pape dans la région catholique, enfin, etc. Ce que je veux dire, le fait d'avoir un pape n'a pas empêché l'Inquisition. Donc il faut essayer de... C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de compliquer les intrigues. Les choses ne sont pas simples. Elles sont emmêlées, donc il faut les désarticuler, il faut les distinguer pour tenter de les analyser. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois le religieux devient un carburant pour mobiliser les imaginaires. Mais le problème au départ, c'est une dimension politique. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là? Qu'est-ce qui fait que cette région-là a fini par imploser? Pourquoi on a fait 2 guerres d'Irak? Pourquoi on a implosé ce pays? Pourquoi on a déstructuré ce pays? C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer des bombes de l'autre côté et déstructurer un pays, et au bout d'un moment se dire, mais pourquoi ils nous font ça? Il y a un moment où quand vous avez des phénomènes de violence comme ça amène l'idée de la violence. Alors qu'à partir du septembre 2001, on aurait pu avoir une autre logique qui va nous faire sortir de cette logique de vendetta. On est rentré dans quelque chose qui relève de la vengeance. Moi, de mes cours, en tout cas sur le christianisme, quand je faisais de la théologie chrétienne à l'époque, on nous avait toujours appris que ce qui était très important chez Jésus, c'était la manière dont il se démarque, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un espèce du tac au tac, mais il fait un écart de côté et il ouvre un champ de possible. Mais là, on a voulu jouer véritablement les gros bras, et nous le payons par rapport à ça. Donc j'ai envie de vous dire, à la fois, c'est un problème à l'intérieur de la question de l'interprétation, comment faire que les interprétations des textes religieux soient au service de la vie et pas au service de la mort. Ça, c'est un vrai travail que les religieux doivent faire à travers la théologie comme attitude critique devant les textes. Mais c'est aussi un problème politique et social. Et on ne peut pas non plus nier le problème politique de ces événements-là. Vous avez le droit de poser des questions aux comédiens pour savoir comment ils ont vécu ça et comment ils ont travaillé. Moi, je voulais vous parler, monsieur Trevorman. J'ai entendu que vous en parliez tout à l'heure, oui. Et je voudrais savoir pourquoi.
Ah, pourquoi Eugène Dreverman? Oui, pourquoi Eugène Dreverman? Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'ai deux meilleurs amis dans la vie. J'ai un ami qui est prêtre, et j'ai un ami qui est producteur de hip-hop. Donc, ça vous montre simplement, c'est entre Dieu et la musique, entre Dieu et le diable, pour aller très rapidement. Et lorsque j'habite encore actuellement à Trappes, et lorsque j'étais jeune, à l'âge de 14 ans, nous avons créé une association qui s'appelait Sud Secours à l'époque. Et parmi les gens qui sont venus nous donner un coup de main, c'était d'abord un prêtre ouvrier, et ensuite des bonnes sœurs. Et donc nous, on a été vraiment, c'est-à-dire que moi j'ai été vraiment très frappé. Qu'est-ce qui fait que des gens d'église viennent un moment dans un quartier, mettent du temps, font du soutien scolaire et de la famille. Donc moi j'ai essayé de comprendre un peu d'où ça vient. Et donc je me suis intéressé à la doctrine sociale de l'église, vraiment à l'âge de 14-15 ans. Ensuite j'ai lu les évangiles. Ensuite, je suis tombé sur Eugène Dreverman, sur un livre qui m'avait beaucoup façonné à l'époque, j'avais 15-16 ans. C'était De la naissance des dieux à la naissance de Jésus-Christ. Et ça a été, pour moi, ça a été un bouleversement parce qu'il utilisait le langage mythique pour lire les textes, pour ne pas l'appliquer simplement à l'approche historico-critique. Mais ce qu'il avait dit, pour moi, qui était vraiment intenable pour le gamin que j'étais à l'époque, c'est qu'il montrait qu'en fait, la virginité de Marie, il ne fallait pas la prendre au sens littéral du terme, mais que c'était un mythe, c'est un langage mythique pour dire quelque chose. Alors pour quelqu'un qui, comme moi, qui considère le Coran comme la parole pure de Dieu, il y avait une espèce de, je dirais, on appelle ça aujourd'hui une dissonance cognitive. Non, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a permis, en tout cas, en passant par la théologie chrétienne, par tout le travail sur le christianisme, de pouvoir aborder de manière sereine le travail sur le Coran. Voilà. Elle s'appelle une hospitalité langagière au sens de Paul Ricoeur. Est-ce que selon vous, la laïcité est compatible avec les religions d'une façon générale, mais la religion musulmane? Alors quand on balance un gros mot comme ça, comme laïcité, comme islam, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a des imaginaires sur la laïcité. Il y a des représentations de la laïcité, c'est pour ça qu'il faut clarifier. De même, lorsque nous disons l'islam, moi je dis souvent à mes étudiants à Sciences Po et ailleurs, et ça m'arrive même parfois de le dire de manière provocante dans un certain nombre de mosquées, mais provocatrice au sens du questionnement, j'ai envie de vous dire que l'islam n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des musulmans. C'est très important, je dirais, de faire cette distinction. Pourquoi? Parce que ce sont d'abord des êtres humains qui incarnent des manières d'être musulmans. Mais je veux dire, de même que le christianisme, vous le retrouvez. Je veux dire, monsieur christianisme n'existe pas. Vous trouvez des chrétiens, vous trouvez une chrétienté plus ou moins belle, plus ou moins ouverte, etc. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les textes, ce sont d'abord ce qu'en font les gens à travers l'histoire. C'est très important, je dirais, de pouvoir le comprendre. Et il arrive que le processus historique, le développement historique de l'islam n'a pas rencontré cette idée de laïcité telle qu'on l'entend à travers, je dirais, notamment à travers le christianisme et l'idée de la République. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le développement historique de l'islam, c'est qu'en vérité, le pouvoir religieux est tenu par le pouvoir politique. C'est ce qui se passe hein, quand on regarde historiquement ce qui s'est passé. Ce n'est pas le pouvoir religieux qui règne, c'est le pouvoir politique qui tire sa légitimité du religieux, et le religieux lui donne en retour une légitimité. Donc c'est cette imbrication-là, ce parcours historique, dans ce que Spinoza appelle le théologico-politique, c'est ce parcours-là qu'il faut pouvoir étudier. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal est un pays laïque et l'idée de la République? Qu'est-ce qui fait que le Maroc est une monarchie? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la Turquie se considère comme un pays laïque? Vous voyez, donc, il y a différents types de laïcité, il y a différents types de sécularisation. Ce que je pense, moi, aujourd'hui, par rapport à la société française, c'est que la laïcité est une bénédiction, à condition de bien la protéger, mais à condition aussi de la faire vivre. Et la question, c'est comment on la fait vivre pour que ça ne soit pas un élément qu'on trouve au niveau du musée et qu'on n'y touche pas. C'est-à-dire que pour moi, la laïcité, c'est une tradition vivante, et c'est très important, en tout cas, de pouvoir la nourrir. Le grand problème que nous avons aujourd'hui... Vous ne voulez pas citer quelques exemples? Que la laïcité est une bénédiction? Non, de nourrir la... De nourrir la laïcité, très bien. La laïcité, c'est le fruit des siècles des Lumières. Donc c'est une attitude critique devant la connaissance. Et donc,
À partir du moment où on développe cet esprit critique devant la connaissance, on est capable de le développer sur la démocratie, sur le politique et sur le religieux. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux. Ça, c'est pas normal. La culture religieuse. C'est-à-dire que pour moi, il est très difficile de pouvoir voir un certain nombre de tableaux. Je pense par exemple au tableau de Rembrandt, l'enfant prodige. Si vous n'avez pas une connaissance que c'est un épisode qui se trouve dans les évangiles, vous n'y comprenez rien. Beaucoup de textes de Victor Hugo, si vous n'avez pas le fond culturel biblique, vous n'y comprenez rien. C'est-à-dire qu'au nom d'une certaine laïcité, on a évacué complètement le fait culturel religieux. Et donc on se retrouve avec des gamins qui ne comprennent absolument pas le fond culturel, qui a produit des textes, qui a produit une civilisation, qui a produit un certain nombre de textes. Et vous voyez, ça c'est un élément important. Même nos concepts, même nos valeurs, ce sont des sécularisations d'un point de vue théologique. C'est-à-dire que c'était des concepts théologiques qui ont été sécularisés. Donc nous avons une dette vis-à-vis du religieux. Donc du coup, nous devons clarifier notre rapport par rapport, je dirais, aux religieux. C'est ça que j'appelle moi une laïcité vivante. C'est-à-dire une laïcité qui soit, quelque part, éclairée par sa propre histoire. En sachant qu'il y a ce principe de laïcité qui est vachement important. Excusez-moi parce que parfois de temps en temps il y a des... Mais qui est très important, c'est d'abord la séparation entre le politique et le religieux. Et je pense que ça, nous devons absolument faire attention à ce que ça soit toujours le cas. Il y a aussi la liberté de conscience. Et la liberté de croire, ou ne pas de croire, et la liberté de culte. Maintenant sur la liberté de conscience. Comment on aide les gens à développer leur liberté de conscience? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire liberté de conscience, parce que vous pouvez être dans des familles qui vous imposent leur manière de croire. Comment nous allons, à l'école et ailleurs, donner des outils aux gamins pour avoir cette distance critique avec les croyances les plus intimes que leur donnent les familles? Mais en même temps, on doit tenir compte des gens qui veulent croire, d'avoir des espaces, d'avoir des lieux pour croire. Et c'est cette articulation qui est importante. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le religieux est en pleine mutation. C'est plus le religieux que nous avons connu, qui était traditionnel, dans des églises, dans des mosquées. Aujourd'hui, chacun bricole son identité religieuse. Et ça devient finalement incontrôlable. Et le grand problème que nous avons, c'est dans l'espace public, c'est comment faire pour que des attitudes fondamentalistes n'imposent pas leur manière de vivre. C'est ça le problème. Le problème, la laïcité n'a pas de problème avec la religion. La laïcité peut avoir un problème avec le fondamentalisme. Et ça, je dirais, c'est la responsabilité de tout le monde. Bonsoir. Alors moi, j'ai une question sur votre introduction. Vous avez dit fort justement que le territoire était détruit, mais que dans les esprits, l'islamisme radical peut-être continuerait. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias, c'est le retour des familles, notamment des femmes, incarnées ce soir par l'immense actrice qui est à votre gauche. Et donc ces familles vont revenir avec les enfants. Il y a plein de supputations sur la manière de traiter ce retour. Qu'en pensez-vous? Alors la politique française, c'est l'idée qu'ils ne reviennent pas. J'en ai discuté encore il y a quelque temps avec notre président, quand on avait une rencontre des 64 intellectuels, je dirais, à l'Élysée, où j'avais été invité. J'avais posé cette question, il n'avait pas répondu, j'ai été le revoir à la fin, et on en a discuté. L'idée pour l'instant, c'est qu'ils ne reviennent pas. La France ne souhaite pas qu'ils reviennent. Et ensuite, un certain nombre de sondages disent 65% des Français ne veulent même pas le retour des enfants. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur notre société et notre situation dans laquelle on est. Moi, ce que je dis, c'est attention à ce que nous faisons parce que nous allons le payer demain. Parce que ces gens qui vont faire, je dirais, qui vont être... D'abord, il y a beaucoup de bébés qui meurent, là-bas. Et je crois que une grande nation se mesure à sa capacité à maintenir ses principes, surtout quand ça flanche.
Avoir des principes quand vous n'êtes pas éprouvé, ça ne vaut rien. Mais quand vous êtes éprouvé, c'est là où on voit si vous avez des principes ou pas. Et moi, je pense que la France est suffisamment forte pour avoir ces principes-là, pour ne pas abandonner ces enfants qui se sont égarés de l'autre côté. Parce que parmi ces gens qui sont partis, tous ne sont pas partis pour devenir des djihadistes. Beaucoup sont partis, tout d'abord, les femmes, pour une question d'humanitaire. Beaucoup de gamins sont nés aussi là-bas. Eux n'ont rien demandé. Et tous ces gens-là, une fois qu'ils auront réalisé leur peine, reviendront tôt ou tard. Et ensuite, ces gens-là, ils ont aussi des parents. Ils ont aussi des frères ici. Donc la question, c'est comment ne pas développer du ressentiment. Après, quand j'ai discuté avec le président de la République, il m'a dit, mais comment on fait? Je lui ai dit, mais comment on a fait après la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme? Comment on a fait en Allemagne? Parce que du jour au lendemain, ces gens-là, il y avait tout un peuple qui était dans cette idéologie du nazisme. Il y avait même une jeunesse hitlérienne. Donc, je ne vois pas pourquoi il y en aurait 100 ou 150 qui feraient peur à la 5e grande puissance mondiale quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment où on voit bien que ce qui détermine le politique aujourd'hui, c'est plus l'émotionnel et les peurs. Parce qu'on est dans cette société-là. Donc du coup, il faut passer son temps à pouvoir expliquer. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc vous l'aurez compris, moi je suis plutôt pour les retours. Hein. Voilà. Donc je préfère qu'ils soient là. Je préfère qu'ils soient là, qu'on les travaille en prison, qu'on mette des grandes peines, etc. pour montrer que c'est terminé. On est très dur. Mais je pense que les enfants d'abord doivent être près de leurs parents. Bon, en tout cas, c'est ma conception de l'humain. En fait, il y avait des dispositifs qui avaient été prévus et préparés pour le retour justement des femmes, des enfants, des familles, etc. et dont les budgets ont été complètement terminés du jour au lendemain. Donc c'est pas comme on fait, c'est vraiment une décision clairement qui a été prise de ne pas de supprimer les dispositifs qui étaient prévus et préparés depuis des années par des gens sur le terrain et tout. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci Joséphine. J'aimerais bien. J'aurais une question. Oui, ce que vous nous dites là, c'est finalement qu'il ne faut pas agir en miroir, de toute façon. C'était pas ma question. En fait, je me suis inscrite pour poser une question avant de connaître le thème qui serait abordé par mon prédécesseur. Et ma question est peut-être un peu mineure par rapport à ce sujet si grave du retour des... C'est pas grave, on vous donnera une réponse majeure. Je me disais en vous écoutant que, comme toute Française d'origine française, j'ai vu, déjà un peu âgée, j'ai vu disparaître les cornettes et les bonnes sœurs. Et puisque, j'imagine, vous avez bien plus réfléchi le sujet que moi, il y a une question que je n'arrive pas à penser, c'est la question justement des signes religieux par rapport à la laïcité. Donc c'est la question du voile, du niqab. Voilà. Que pour moi, je n'arrive pas à même avoir une position véritablement. En avez-vous une? Vous pouvez-vous... Mais c'est bien que vous n'en ayez pas. Ça veut dire que vous êtes en recherche, ce qui est bien. Ce que dit le Père de Nour, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et c'est très bien de ne pas en avoir. Ce que je dis souvent, quand on parle du voile, je dis joker. Pourquoi joker? Parce qu'en vérité, c'est comme dans un jeu de cartes, un joker, vous donnez la valeur que vous voulez à une carte. Comme c'est un signe, chacun va lui donner les signes qu'il veut, surtout les femmes. Il y en a qui vont le prendre comme, c'est-à-dire si je fais une sociologie des femmes qui le portent et qui se sont exprimées là-dessus, il y en a qui disent, voilà, c'est une obligation de Dieu. Il y en a qui vont dire, c'est une pudeur. Il y en a qui disent, ben, puisqu'on m'interdit de le porter, donc je vais le porter. Ah ouais, l'âge de l'adolescence. Et puis il y en a qui le portent pour être aussi disponible sur le marché matrimonial. Ben oui, parce que du coup, on se dit qu'elle est pieuse, elle est belle, donc elle est à marier. Il y a toutes ces stratégies-là. Et puis il y a aussi, je dirais, le voile comme mode, comme esthétique. Donc, je dirais, vous avez toutes ces palettes-là. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, d'abord, Dieu merci, je ne suis pas une femme, donc je n'ai pas à le porter, mais c'est plutôt aux femmes d'en parler. Moi, en tout cas, le critère, en tout cas, et qui est valable en termes de droit, et qui est valable aussi chez les sociologues, c'est de dire l'État est laïque, mais la société ne l'est pas. C'est-à-dire que les agents, les fonctionnaires de l'État doivent entrer dans ce principe de neutralité de l'État.
Mais les usagers, eux, ils peuvent mettre des signes religieux à condition que les signes religieux ne posent pas problème dans l'espace public. C'est plutôt ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le religieux repose sur 3 pôles. Et juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour du religieux pour comprendre. C'est pour ça que je parle du religieux et pas de la religion. Le religieux repose d'abord sur un premier pôle qu'on appelle le pôle éthique, que Paul Ricoeur définit dans Soi-même comme un autre, comme une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. C'est-à-dire l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions. Ça, c'est la question de l'éthique. Que le religieux relève toujours de cet élément tripartite. Il y a un élément cognitif, c'est-à-dire l'ensemble de connaissances ou de traditions. Par exemple, si je prends le christianisme, c'est 2000 ans d'histoire, 2000 ans de pensée, 2000 ans de théologie, de jurisprudence, tout ce que vous voulez. Puis un troisième pôle qu'on appelle le pôle identitaire. Or, aujourd'hui, le religieux, c'est surtout de l'identitaire, qui relève d'abord du vestimentaire et de l'alimentaire. Une autre manière de créer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a tous ces gens qui se mélangent, certains éprouvent le besoin d'avoir un espace à eux. Vous voyez, et tout le mouvement identitaire, même en français, que nous voyons, c'est aussi ça, c'est-à-dire que la mondialisation, l'échange, fait qu'à un moment, les gens disent j'ai besoin d'avoir un chez moi. Pour pouvoir parler à l'autre, il faut d'abord avoir un chez soi. Et aujourd'hui, l'islam, comme le judaïsme, comme le protestantisme et le christianisme, sont traversés par ces logiques identitaires. Ça ne veut pas dire que ça va exister, mais on est dans un espace qui permet ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a 40-50 ans, personne n'aurait parié que l'islam deviendrait ce qu'il est aujourd'hui, et personne n'aurait imaginé qu'il traverserait ce qu'il traverse en ce moment, à savoir des destructions de sociétés qui sont en train d'imploser. Parce que le religieux s'inscrit dans une société, et si la société va mal, le religieux va aussi mal. Hein. Quand vous avez des sociétés qui sont apaisées, le religieux est apaisé. Pardon. Oui, ce que vous dites... Attendez. Oui, excusez-moi, je voulais juste réfléchir par rapport au rapatriement des enfants. Oui. Je crois qu'il y a eu quelques enfants qui sont revenus. Alors, des petits-enfants, pas les enfants, mais des enfants qui sont retournés chez les grands-parents. Oui, alors, je me trompe ou pas? Je Non, crois qu'il y avait une petite poignée, oui. 3-4, Non, mais je suis d'accord avec vous, il y en a eu 5. C'est de l'espoir. Non, ce sont 5, et d'ailleurs, je connais une des grand-mères qui habite dans le Nord, dont sa fille, donc qui est française de souche, comme on dit, hein, dont sa fille avait fait une licence de philo, une licence d'allemand, qui était partie là-bas, et elle est morte, tout d'abord son mari est mort là-bas, elle est morte aussi, et donc il y a eu 3 enfants. En vérité, ce sont 5 enfants, ce sont des orphelins, qui n'ont plus ni père ni mère, c'est pour ça que la France a permis qu'ils reviennent. Pardon ? Oui, il y en a beaucoup qui attendent, mais aujourd'hui je dirais la politique française, c'est de faire au cas par cas pour les enfants. Et donc, du coup, pour beaucoup de mères qui disent non, on ne laissera pas partir nos enfants sans nous. Or, la politique française voudrait plutôt que les enfants entrent, mais les parents ne rentrent pas. Oui, excusez-moi, je pense que revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on change un peu de sujet, sur le principe identitaire. Alors, ce principe identitaire, il me semble que c'est revendiqué surtout quand on est minoritaire dans un pays. Dans les pays arabes, ou disons musulmans majoritaires, bon, il n'y a pas le même phénomène de revendication, je pense du moins, d'identité particulière. Si vous avez ça dans le monde musulman, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est pour ça qu'il faut faire un peu d'histoire. Moi, je le dis souvent à mes étudiants, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et donc c'est important, je dirais, de prendre juste un peu de recul pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Qu'est-ce qui s'est passé après les indépendances? Après les indépendances, beaucoup de pays dits arabes ou musulmans sont entrés dans ce qu'on appelle le nationalisme, hein, le panarabisme arabe. Nasser, l'Égypte, etc. Donc ça a été un élément important. Donc c'était une idéologie qui va permettre à des entités de pouvoir s'unir. Une fois que, après la guerre que vous connaissez,
Avec Israël, la guerre, elle s'appelle comment? 6 jours, voilà. Il y a quelqu'un qui écoute. Merci, monsieur. C'est l'impression d'animer cette soirée. Alors, une fois qu'il s'est passé, en tout cas ce phénomène-là, l'Arabie Saoudite, justement, a sauté là-dessus pour promouvoir son islam wahhabite, c'est-à-dire un islam assez rigoriste. Et donc, pendant des années, c'était cette idée de l'islamisation des sociétés face à un Occident. Donc, beaucoup de gens se sont identifiés à partir de l'islam. Mais la question aussi se pose ici, comment on est passé de l'immigré au musulman? C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 60-70 et 2019? Je dirais, au début, les gens les appelaient par une appellation économique, sociologique, c'est-à-dire les immigrés. Dans les années 80, la marche pour l'égalité, la seconde génération, on les appelait les beurs, ou les rebeux, les maghrébins, peu importe. Et à partir des fin des années 90, début des années 2000, par une opération du Saint-Esprit, dont seul le christianisme a le secret, toute cette population est devenue musulmane. Du jour au lendemain, on a confessionnalisé l'immigration. C'est-à-dire qu'en vérité, dans le langage que nous utilisons, nous créons déjà de la violence, nous préparons déjà de la violence à force de vouloir confessionnaliser la société. C'est-à-dire que pour beaucoup, je ne suis plus que musulman. C'est-à-dire, c'est comme si ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'homo islamicus n'existe pas. C'est important, je viens de le comprendre. Moi d'abord, je suis trappiste. Tout ce que j'habite à Trappes, je suis trappiste. C'est-à-dire que... Ouais, voilà, mon identité, elle est là. Elle est inscrite dans un quartier, elle est inscrite dans une histoire que j'ai vécue. Et donc, c'est très difficile lorsque les gens ne sont réduits qu'à une seule partie de leur identité. Et c'est ce qui se passe en France. D'un côté, il y a les juifs qui vont s'occuper de l'antisémitisme, les musulmans qui vont s'occuper de l'islamophobie, les homosexuels vont s'occuper de l'homophobie, et on n'a plus l'impression qu'on peut faire une nation en termes de citoyens. Et c'est peut-être ça, je dirais, le grand danger, quand nous voyons à la fois pointer chez les fondamentalismes religieux qui veulent réduire leurs adhérents simplement à l'identité religieuse, et en même temps, parfois, certains politiques qui veulent réduire l'autre simplement à sa propre confession. Et à mon avis, la réduction du langage prépare la violence physique. Et vous verrez qu'à chaque fois que dans les sociétés, à chaque fois dans l'histoire, on a perdu en termes de crédit de la parole et du langage quand la parole ne vaut plus rien. Quand le langage ne vaut plus rien, ça veut dire que la société est en danger. Et ces essentialisations, le fait d'essentialiser un groupe, etc., ça participe déjà à une alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'où la nécessité de revenir sur le langage et sur la manière dont nous menons les uns et les autres pour pouvoir avancer. C'est une crise aussi du langage. Désolé de vous faire un cours sur le langage à cette heure-ci. Il n'y a pas de questions pour... sinon j'en pose, moi. Moi j'ai une question encore. J'ai encore une question, excusez-moi. En fait, au XVIIe siècle, les grands penseurs français se sont inspirés beaucoup du soufisme. Or, vous ne parlez pas du soufisme ni des philosophes soufistes pour expliquer l'islam, alors que dedans, il y a la matière de l'explication de l'islam pacifique, pacifié et culturellement international. Mais vous avez raison, mais combien j'ai d'heures là? On est la mise à nuit. Hein. Moi, je veux bien. Hein. C'est ce que j'enseigne. Pour une fois qu'un grappiste vient par là, on va boire la bière après. Bon, sur le sophisme, rien. Non, je ne vais pas commencer. Bon, bah, on passe à autre chose. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'aspect justement des rôles des imams dans les mosquées, mais aussi dans les quartiers. Est-ce que, tout à l'heure, vous parliez de prêtre ouvrier qui a un aspect social fort. Est-ce que justement, dans la religion islamique, on a également ce point de vue-là pour les imams? Est-ce que c'est quelque chose qui est développé sur la partie sociale?
En tout cas, c'est une partie qui se développe de plus en plus parce qu'aujourd'hui, être imam, c'est quelque chose d'assez difficile. Tout d'abord, c'est pas très sexy. Être imam, ça donne pas envie. Parce que d'abord, vous n'avez pas de statut. Parfois, vous n'êtes pas payé. Vous voyez, donc c'est pas comme le prêtre. Donc ça dépend de la communauté qui va vous embaucher. Et ensuite, lorsque vous êtes imam, c'est-à-dire vous avez toutes les problématiques de votre communauté. Des problèmes psychologiques, des problèmes économiques, etc. Et parfois des imams qui ne sont pas formés justement à ces éléments-là. Aujourd'hui, on commence à former les imams pour aller à l'université, pour avoir des cours de psychologie, des cours de communication. C'est quelque chose qui est très difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, quand ils veulent savoir des choses sur le religieux, ne vont pas spécialement voir l'imam. Ils vont sur Internet. C'est comme ça que les gens construisent aujourd'hui leurs croyances. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus assis sur une tradition multiséculaire, ils bricolent leur identité religieuse avec ce qu'on appelle le cheikh Google ou l'imam Google, et donc ils vont puiser des éléments qui les arrangent, et chacun s'en construit son religieux. Et toute la question, c'est comment on va réguler tout ça aujourd'hui. Et c'est une vraie question qui est aussi posée pour les autres traditions religieuses. C'est-à-dire que dans le christianisme, ça va, on a encore à peu près, dans le christianisme catholique, du moins, on voit les choses à peu près claires. Mais dans le protestantisme, moi qui enseigne à la faculté protestante de Paris, je peux vous dire que c'est la cour des miracles, hein, en termes de croyances, parce qu'il y a beaucoup de bricolage aujourd'hui. Je voudrais demander aux comédiens... Ah, merci. Vous Vous êtes bénis. Je voudrais demander aux comédiens comment ce texte est arrivé jusqu'à eux et comment ils ont eu envie de le mettre en chair, C-H-I-R. Il est arrivé par hasard à Avignon, dans la cour du musée Calvé. La France Culture enregistrait cette lecture avec Charles Berling et Lou Delage. Et je suis sorti de là et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Voilà. Et donc, après, il fallait que je trouve une comédienne qui joue avec moi. Et donc, ça s'est fait par relation. Ici, à partir de Pamar. Voilà. Mais ceci étant, je trouve que c'est un texte intéressant parce qu'il est complètement incarné. Donc, les liens affectifs sont très forts. Et malgré ces liens affectifs, il y a deux forces de conviction qui s'expriment de façon frontale. Et puis, je trouve très important aujourd'hui que les voix venues d'ailleurs, quand je dis les voix venues d'ailleurs, qu'on essaye de commencer à en finir avec la pensée occidentale qui est omnipotente et que donc on entende ces voix qui sont venues d'ailleurs, dont celle de nous en l'occurrence. Et donc, il y a quelques années, j'avais fait Césaire. Pour moi, c'était dans le même esprit. Bien. Joséphine doit peut-être dire quelque chose. Je peux poser une question à Joséphine. Joséphine, comment tu as Joséphine, à deux. Joséphine, comment tu as travaillé le rôle de Nour? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé directement ou est-ce que tu as trouvé d'autres chemins pour pouvoir, en tout cas, entendre sa voix? Alors, assez mystérieusement, je crois que ça me parle très directement, mais je n'ai aucune idée de pourquoi. Mais nous avons une djihadiste. non, mais je crois qu'après, je suis très sensible à la question politique qui est sous-jacente et à qui ça s'adresse aussi. Et je trouve super d'apprendre que le texte se joue dans des prisons et dans des écoles et tout ça. Je trouve ça vraiment super. Donc, ça fait vachement de non, c'est moi qui suis trop. Ah, je bouge trop, d'accord, je bouge trop, je vais me calmer. Mais non, ouais, c'est cette question politique. Et puis après, je sais pas, c'est vrai que moi, le hasard a fait que j'ai beaucoup travaillé sur la guerre d'indépendance de l'Algérie il y a quelques années. Et que du coup, voilà, j'ai pris conscience de tout un pan de notre histoire
que moi je connaissais très mal, mais je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et quelque part, forcément, la question de l'engagement dans les réseaux djihadistes, etc., est aussi corrélée à cette histoire de décolonisation, et donc aussi de l'Algérie, mais pas seulement, enfin voilà. Et du coup, je pense qu'il y avait un terrain aussi de connaissance et de sensibilité pour moi par rapport à... Mais vraiment, après, non, Et puis le hasard aussi, c'est que ma fille s'appelle Nour, alors peut-être que ça... On va prendre une dernière question. Du coup, moi, c'était pas vraiment une question. Merci pour ce texte. Là, on n'entend pas. Je sais pas, par exemple. Voilà, c'est bien. Voilà. Du coup, je voulais vous remercier pour ce texte et je voulais vous remercier pour cette proposition d'interprétation très sensible. Voilà. Merci. Je pense qu'il faut se méfier de Rachid Benzine, parce que vous avez vu, il a fait des photos, à mon avis, il doit faire des fiches aussi. Bien, en tous les cas, merci à vous. On va passer à la troisième phase de la soirée, donc les dédicaces de livres, si vous le souhaitez. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont acheté des livres. Juste très rapidement, la séance remerciements qui est quand même importante. Je voudrais remercier l'amicale laïque qui nous a invités. Comme je précise que c'est la deuxième fois qu'on joue à Mama, la première fois à l'initiative du Goéland Masqué, la deuxième fois à l'initiative de l'amicale laïque. Et c'est vraiment important, je crois que Joséphine et moi on est d'accord là-dessus, c'est un texte qu'on a eu plaisir à défendre. Je pense que malheureusement on ne le rejouera plus, mais c'est vraiment un texte qu'on a été heureux de défendre. La deuxième chose, je voudrais remercier, d'autant plus qu'elle n'est pas là, Véronique et Brielle qui a fait toutes les musiques. Je voudrais dire simplement que ce texte me paraît être un texte dans lequel on est toujours sur le fil du rasoir. Et je trouve que Véronique, dans ses musiques, est toujours elle aussi sur le fil du rasoir. Et c'est une des difficultés à jouer ce texte, parce qu'on est toujours entre la tristesse et une joie. Et je trouve que Véronique a parfaitement retraduit ça. Et puis même si ça la fait rougir, je voudrais remercier Joséphine d'avoir joué avec moi, d'avoir accepté de jouer avec moi, parce que c'est effectivement une Nour formidable qu'elle interprète. Donc, on va arrêter là. On se donne rendez-vous dans le salon pour les dédicaces. Voilà. Merci à vous, merci à Rachid, merci aux comédiens.